C'est l'heure du second débat de ce sens public consacré aux armées françaises et britanniques. Le vice-président américain les a mises en cause en disant à propos d'un accord sur les terres rares ukrainiennes, je cite J.D. Vance, ce serait une meilleure garantie de sécurité que 20 000 soldats envoyés par un pays quelconque qui ne s'est pas battu depuis 30 ou 40 ans. Mépris de J.D. Vance qui a provoqué un tollé, mais qui pose une question. Nos armées sont-elles prêtes pour la guerre moderne et en combien de temps pourrions-nous remplacer les armes américaines avant d'en débattre? L'état des forces en France, en Grande-Bretagne avec Flora Sauvage. Alors que la France et le Royaume-Uni envisagent un déploiement des forces au sol en Ukraine, avons-nous réellement les moyens d'intervenir militairement? Depuis 2017 et l'élection d'Emmanuel Macron, la France a commencé à rattraper son retard après des années de démilitarisation qui ont eu de lourdes conséquences en matière d'effectifs. L'armée de terre française, c'est 80 000 hommes qui sont capables de se projeter. L'armée de terre anglaise, c'est 50 000 hommes. Donc un volume bien inférieur aux forces françaises. Les forces britanniques ont un problème majeur, comme beaucoup de pays européens, c'est le recrutement. Ils n'arrivent pas à recruter. Et donc leur armée de terre a beaucoup diminué. Côté matériel, l'armée de terre dispose de 225 chars de combat, 79 canons César, mais seulement 9 lance-roquettes. La marine possède, elle, 4 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, 5 sous-marins nucléaires d'attaque et un porte-avions. Si ces chiffres sont loin d'être négligeables, l'armée française n'a pas suffisamment de matériel pour faire face au retrait des États-Unis de l'OTAN. La défense de l'Europe avec des moyens européens dépend aujourd'hui beaucoup des Américains dans 2 domaines essentiels. Le renseignement, nous avons des satellites de renseignement, les Britanniques en ont, mais pas à la hauteur de ce qu'ont les Américains. Ils ont une centaine de satellites qui sont en train de couvrir la zone. Nous, on en a 3 ou 4. Pour rattraper son retard, la France a revu à la hausse son budget de la défense avec une enveloppe de 413 milliards d'euros pour les 5 prochaines années. De son côté, le Royaume-Uni a décidé que les dépenses de défense allaient passer à 2,5% du PIB dès 2027. On se demande ce que valent vraiment les armées françaises et britanniques avec Didier Loraz. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes journaliste en charge de la géopolitique de la défense et du terrorisme à l'agence France Presse. Isabelle Dufour, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous aussi, vous êtes directrice des études stratégiques à Eurocrise. Léo Peria-Peigné, bonsoir. Et bienvenue, chercheur armement industrie de défense à l'Observatoire des conflits futurs à l'Institut français des relations internationales. Et vous publiez Géopolitique de l'armement, c'est aux éditions du Cavalier Bleu. Et Sophie Dravinel, éditorialiste politique, est évidemment restée à mes côtés. On va revoir cette citation de J.D. Vance. Ce serait, alors il parlait d'un accord éventuel sur les terres rares en Ukraine et il dit, ce serait, c'était à Fox, une meilleure garantie de sécurité que 20 000 soldats envoyés par un pays quelconque qui ne s'est pas battu depuis 30 ou 40 ans. Bon, il a démenti après, visé la France et la Grande-Bretagne, mais il a quand même rajouté dans son démenti, beaucoup de pays qui ont offert leur aide à l'Ukraine n'ont ni l'expérience ni l'équipement militaire pour faire quoi que ce soit de significatif. Est-ce que c'est vrai, Didier Loraz? Est-ce que J.D. Vance, pardon de vous obliger à commenter une déclaration du vice-président américain? Non, mais c'est un plaisir, on est là pour ça. Non, mais c'est de la provocation pure et simple. D'abord, dire que l'armée française ne s'est jamais battue n'a pas de sens. Et deuxièmement, aujourd'hui, je pense qu'on va en parler globalement pendant 45 minutes, au-delà de la France et de la Grande-Bretagne, aujourd'hui, il faut parler de l'Europe. On ne peut pas imaginer, enfin je ne vois pas dans quelle situation géopolitique, et je sais que certes la géopolitique change très vite de nos jours, mais je ne vois pas dans quelle situation la France ou la Grande-Bretagne pourraient être amenées à se battre seules. Donc c'est une espèce de pique, c'est dans le cadre des gesticulations de la nouvelle administration, mais qui pour moi n'a pas de sens, et en fait c'est presque lui donner trop d'importance que d'y passer trop de temps. Ça, c'est pas... Et donc on ne va pas y passer trop de temps. Sauf à dire peut-être que sans la France, les États-Unis ne seraient pas ce qu'ils sont, parce qu'on les a quand même aidés dans leur révolution, qu'on a donné de l'argent, qu'on a donné notre marine, qu'on a donné des hommes, et qu'on a participé à leur indépendance. Quand on dit ça à l'administration Trump, qu'est-ce qu'ils répondent? Si les Américains n'avaient pas été là, mais les Français parleraient allemand. Bref, après, voilà, je pense que le mépris sur l'histoire, on n'en parle même pas, parce que là encore, c'est du mépris, donc le mépris n'a aucun intérêt. Mais voilà, parlons du présent. Encore une fois, c'est de l'Europe dont on doit parler, c'est pas les Français tout seuls dans leur coin. Et quand même une vraie question qui est posée par cette guerre en Ukraine, et ça va vraiment être le cœur de notre débat, Isabelle Dufour, elle rebat les cartes, forcément, à quel point il faut
adapter notre armée, la nôtre, celle des Britanniques, à cette nouvelle donne? Alors déjà, les armées, elles s'adaptent tout le temps. C'est dans leur ADN, en permanence. Elles préparent toujours la guerre d'après. On leur reproche de mener la guerre d'avant. Elles mènent la guerre qu'elles peuvent avec les prévisions qu'elles ont faites et qui, comme la plupart des prévisions, se révèlent en général fausses, parce que c'est comme ça. La France en particulier, mais d'autres nations, s'étaient quand même préparées à ce qu'on appelle la haute intensité, c'est-à-dire des conflits assez durs, depuis quelques années. Alors, préparée, disons qu'elle y avait pensé, qu'elle avait commencé à remonter en puissance au niveau budgétaire, sur certaines capacités aussi. Et puis, il y avait quand même des débats pour savoir si la Russie était une menace, ne l'était pas, jusqu'à quel point, etc. Bon, moi, je pense que depuis 2022, j'espère que la question est tranchée. Et là, on voit un gros coup d'accélérateur sur la loi de programmation militaire. Donc, pour répondre à votre question brièvement, oui, on s'y prépare quand même. On s'y prépare avec quand toutes même. les limites qu'on peut... Didier, oui, juste réagir parce que effectivement, je trouve ça intéressant. Moi, j'ai la sensation que les Européens ont basculé non pas en 2022, mais avec Trump. Oui. Donc c'est pas 2024. quand la menace est apparue, mais c'est quand l'allié numéro 1 est en train de lâcher. Ce qui d'ailleurs parle d'une faiblesse fondamentale de la capacité stratégique et organisationnelle de l'Europe de s'adapter réellement rapidement. Parce qu'effectivement, c'était pas la peine d'attendre que Trump s'en aille. Et il y a 1 an et demi, les Européens avaient déjà peur potentiellement du retour de Trump. Il s'est passé quoi depuis? Rien. Et donc d'un seul coup, c'est le lapin dans les phares. Le 20 janvier, il est investi et effectivement, il envoie 35 signaux, tous plus désastreux les uns que les autres. Mais Léo Perret-Panier, ça veut dire que quand même, depuis le début de la guerre en Ukraine, il y a un certain nombre de nouveautés qui sont apparues, on va parler des drones tout à l'heure, etc., etc. Est-ce qu'on a amorcé un virage stratégique ou est-ce qu'effectivement on a perdu 3 ans, comme le dit Didier Lauras? Perdu, c'est un peu dur, mais c'est vrai qu'on aurait peut-être pu être plus rapide et plus réactif sur beaucoup de choses. Au moins, à mon sens, il y a au moins cette prise de conscience que la guerre est là, qu'elle est réelle et que le temps des OPEX, qui était radicalement différent, est terminé. Sur beaucoup d'aspects, ça reviendra peut-être un jour, mais pour le moment, là, pour les 10 à 15 ans qui viennent, je pense qu'on a quand même donc radicalement changé. C'était les opérations extérieures qu'on a pu mener au Sahel, Afghanistan. La France et l'Afrique, c'est un vrai sujet. Là, les Africains nous ont mis dehors, on réduit les emprises, même dans les pays où on est encore installé. C'est pas trop nous qui avons choisi. Voilà, mais même dans les pays où on est encore en bon terme, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Gabon, il y a des réductions de formats qui sont à venir. Donc, cette époque-là, elle est révolue. Enfin, on le disait dans une étude il y a quelques temps, en 2023, pour la première fois depuis 30 ans, la France a déployé plus de soldats hors de ses frontières sur le territoire, sur le continent européen qu'en Afrique, par exemple. Ce qui est quand même pas anodin comme terme de shift. Donc, au moins, le changement d'époque mental, je pense qu'il est fait. Maintenant, il faut encore qu'advienne un changement d'époque matériel, on va dire, ce qui est la partie que je maîtrise le mieux, donc je ne m'exprimerai pas trop sur le reste, mais qui là, pour le coup, est dans la queue de comète de ce qui se fait depuis 20 ans, à savoir on s'est adapté à nos conflits en cours, on s'est adapté aux OPEX, on s'est adapté à la contre-insurrection. Les armes de la haute intensité classiques ont été mises au second plan de manière assez nette. Et aujourd'hui, en France, on a quand même du mal à voir cette montée en puissance, d'autant que, encore une fois, les budgets militaires, tout augmentés qu'ils soient, par la LPM précédente, sont quand même étalés entre une dizaine d'objectifs stratégiques différents qui sont pas forcément incompatibles, mais qui ne recouvrent pas les mêmes gammes de besoins, et donc qui étalent la confiture sur la tartine de manière peut-être un peu dangereuse. Ouais. Combien faut-il dépenser chaque année pour se réarmer? Je vous propose d'écouter le ministre Sébastien Lecornu. Alors là, il parle de la filière des drones, écoutez. On se réarme massivement, on met beaucoup d'argent, il faudra sûrement en mettre encore plus dans les années qui viendront, mais il n'est pas question sur ce segment-là de décrocher après le retard qui a pu être pris dans le passé. Moi, mon objectif, c'est pas de rattraper ce retard, ça serait vain, c'est de sauter une génération technologique et d'être capable justement de tutoyer l'avenir. À quel point les drones, Isabelle Dufour, ont changé la façon de faire la guerre? Énormément, en fait. Ouais. Et moi, je suis quelqu'un d'assez conservateur, donc quand je dis énormément, c'est rare que je dise ça sur une capacité. En fait, ça révolutionne à peu près tous les compartiments du combat, pour les fantassins, pour les cavaliers, pour les artilleurs, mais pour le soutien aussi, pour la logistique, etc. Évidemment pour l'arme aérienne. C'est tous les compartiments du combat qui doivent se questionner sur la façon dont ils luttent contre cette menace, la façon dont ils utilisent cette capacité. Votre et avis en France, on en a très peu. L'armée de terre est vraiment... des micro-drones, on en a 1300, des cas je vous donne la parole tout de suite, mais est-ce qu'il y a un petit côté, je ne sais pas comment dire ça, mais retour en arrière, aussi? C'est-à-dire que
c'est à la fois un outil technologique, mais on a un peu le sentiment d'une guerre de tranchées parfois. Est-ce que alors c'est pas alors c'est pas un retour en arrière. Alors je pense que Léo sera considérablement plus armé, sans jeu de mots, que moi pour répondre à la question, mais il est évident que sur cette guerre, on a assisté à la fois à des révolutions technologiques, donc les drones par exemple, mais aussi certaines capacités de missiles, mais aussi la transparence du champ de bataille. Et en même temps, on a vu effectivement des tranchées, une guerre qui se fait mètre par mètre, une guerre urbaine extrêmement violente, extrêmement complexe, très 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 dure pour les soldats, où l'assaillant avance très peu par rapport à l'armée qui défend. Donc on a de toute façon en permanence cette espèce d'équilibre entre à certains moments, ça ressemblait à la guerre de 14. Clairement, enfin il y a des experts militaires qui en parlaient, ce qui n'empêche pas, encore une fois, voilà, la transparence du champ, le rôle du spatial, le rôle du cyber, et le rôle des drones, et le rôle de l'aérien, et le rôle des missiles. Mais là, je pense que... Léo, je pense que ça vaut le coup de prendre juste un tout petit peu de temps pour revenir un peu en arrière. Vous êtes au bon endroit. Voilà, les drones suscitent, entre guillemets, les drones civils militarisés. C'est pas intrinsèquement nouveau. L'État islamique l'utilisait déjà au début des années 2010. Ce qui est nouveau, je pense, ça a commencé en 2020, en fait, avec la guerre au Karabakh, c'est l'utilisation en écosystème de drones. Une des clés de la victoire des Azéris sur les séparatistes arméniens, c'est l'utilisation massive de plusieurs types de drones qui agissent entre eux. On a des vieux coucous dronisés qui vont voler au-dessus pour découvrir la défense antiaérienne adverse, des munitions rôdeuses israéliennes qui vont ensuite détruire sa défense antiaérienne, et quand la défense antiaérienne est détruite, vous avez les drones turcs que tout le monde connaît, qui viennent détruire les chars. C'est vraiment cette interaction en système qui était nouveau et qui a, je pense, beaucoup surpris à l'époque. On se rappelle de la déclaration d'un officier allemand qui disait « Si la Bundeswehr allemande avait été à la place des Arméniens, ils auraient été aussi en grande difficulté parce qu'ils n'avaient rien pour faire face à ce genre de menaces. Et l'Ukraine a en fait lancé ça en temps une guerre longue, a lancé ça dans un processus d'innovation constante. L'attaquant s'adapte, le défenseur s'adapte, l'attaquant s'adapte, très rapide, qui fait que les drones d'aujourd'hui, c'est pas les drones d'il y a 3 ans. D'accord. Et ça, je pense, c'est une vraie révolution qui fait que on ne peut pas s'adapter trop vite, parce qu'encore une fois, c'est... Oui, est-ce que c'est compatible avec un carnet de commandes étatique, un peu lourd, etc. quoi. Il faudra peut-être attendre la fin de la guerre, quelle qu'elle soit, et que ce rythme ralentisse un peu pour pouvoir vraiment tirer des leçons qui dureront plus que 6 mois, on va dire. Mais en même temps, l'acculturation au drone à tous les échelons, et la dronisation, pas d'un système, mais de l'armée entière, elle doit se faire dès maintenant. Ouais. Alors il y a la question du périmètre de l'armée française et on est en pleine actualité puisque Emmanuel Macron était en visite aujourd'hui sur la base aérienne de Luxeuil-les-Bains. Il a annoncé, entre autres, vouloir commander davantage de Rafale. Oui, nous allons accroître et accélérer les commandes de Rafale. Mais dans ce cadre, je suis venu vous dire aujourd'hui que non seulement la base aérienne de Luxeuil allait rester pour tous ceux qui avaient un doute sur son avenir, mais qu'elle allait s'accroître d'une manière inédite et retrouver sa place pleine et entière dans la dissuasion nucléaire française. Je vous annonce que la base aérienne de Luxeuil va bénéficier d'investissements massifs pour accueillir les 2 prochains escadrons de Rafale. Son format va doubler pour atteindre près de 2000 militaires et civils à l'horizon 2035. Bon, petite question rapide, quand Emmanuel Macron dit ça, plus de Rafale, on peut suivre chez Dassault, oui, non, les carnets de commandes sont... Entre le moment où un président de la République le dit et le moment où les carnets de commandes sont signés, il peut se passer combien de temps? L'avantage de Dassault, c'est que c'est une entreprise qui produit quasiment que pour l'export maintenant. Il y a une production pour l'armée de l'air, mais qui est en fait devenue marginale, à force d'avoir des commandes pour l'export. Les carnets de commandes de Dassault sont pleins. Maintenant, depuis plusieurs années maintenant, se pose l'idée de passer de 2 à 3 avions par mois. Là, il semblerait que c'est peut-être la garantie finale qui va pousser, je pense, Dassault à sauter le pas et à faire cet investissement qui est quand même assez lourd.
Ouais. Alors sur le périmètre, vous disiez tout à l'heure, finalement, le travail d'une armée, c'est de réfléchir en permanence, de penser à la guerre du futur. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'armée de terre, de l'air, la mer, chacune travaille sur ses spécificités, ce qui lui manque, ce qu'elle devrait faire demain, c'est ça? Vous soulevez le problème implicitement, c'est chacune travaille sur ses spécificités et essaye de tirer le plus gros budget pour elle. Ouais. Et c'est normal. Enfin, c'est toute organisation fait ça. Et au-dessus, il faut quelqu'un qui tranche. Et il n'y a pas que les trois armées. Il y a la DGA et puis d'autres services aussi qui ont besoin de financement, les services de renseignement, etc. Oui, c'est vrai. Et donc, pas. En gros, est-ce qu'il faut mieux 20 Rafales de plus ou une FREMM, une frégate multimission? Et c'est une question difficile à trancher. Parce qu'évidemment, dans l'idéal, on fait les deux, etc. Mais on n'est pas dans ce monde-là. Et savoir qu'il faut plus de capacité, ben oui, toutes les armées le demandent. On a extrêmement réduit ces 20 dernières années. Enfin, tout ça, la problématique est connue. Mais qu'est-ce qu'on priorise? Pourquoi faire aussi? Et comment on articule tout ça dans notre dispositif de défense? En fait, la vraie question pour un politique ou un ministre de la Défense et son cabinet, c'est celle-là. En fait. Ouais. Alors, on parle beaucoup de l'armée française. Je voudrais qu'on passe quelques minutes aussi sur l'armée britannique. Vous parliez d'Europe, Didier Loras. En fait, les Anglais font plus partie de l'UE, mais on ne peut pas penser la défense europééenne sans les Anglais. C'est une évidence, mais je pense qu'il faut le rappeler. Non, mais ça, je trouve ça assez singulier, parce qu'effectivement, la question du Brexit n'est plus jamais évoquée quand on parle de défense européenne. Et il y a eu quand même des attaques assez brutales de Trump contre le Premier ministre britannique. Je n'ai pas suivi de très près, pour être franc, le sujet, mais je ne serais pas étonné que les Britanniques se sentent un tout petit peu embêtés par rapport à l'allié de toujours, qu'est l'allié américain. Et donc aujourd'hui, effectivement, si pour eux aussi la menace, elle est à l'Est, et que le soutien n'est plus à l'Ouest, il n'y a pas de débat. Les alliés, ils sont autour d'eux. Et c'est les Français, c'est les Allemands, c'est les Italiens. Oui. Et moi, je n'ai jamais entendu, mais je suis prêt à être contredit évidemment, mais je n'ai jamais entendu de la part d'un seul haut responsable de l'armée française autre chose que la coopération avec les Britanniques est excellente, y compris en termes de renseignement, même s'il y a quelques limites autour des Five Eyes, qui est une organisation, enfin une espèce de regroupement des services de renseignement américains, anglais, canadiens, australiens, néo-zélandais, où là, les Anglais ont un petit... Bon, ils partagent peut-être pas tout, mais oui, en fait... Dans géopolitique, il y a géo. C'est la géographie qui dicte le regard sur le monde. Donc au bout d'un moment, les Britanniques sont bien obligés de regarder la réalité. La réalité du monde, c'est que ceux qui les soutiendront les premiers en cas de difficulté et ceux qui peuvent aider les premiers en cas de difficulté, c'est pas les États-Unis de Donald Trump, ni ceux d'ailleurs d'Obama ou de Biden, c'est les Européens. Est-ce qu'ils dépensent plus que nous, Léo Peria-Peigné, les Anglais? C'est un des paradoxes, une des limites, je pense, de l'allié anglais, c'est qu'ils dépensent beaucoup, plus que nous. Mais ce qui en ressort, en fait, a tendance à être assez faible. L'armée britannique est dans un état qui est problématique, à minima, je pense, avec une dépense, en fait, un mécanisme d'acquisition et de développement qui a été très problématique, qui a beaucoup affaibli l'industrie de défense britannique, qui aujourd'hui dépend beaucoup des États-Unis, qui dépend beaucoup de l'Allemagne, par exemple. Donc, les forces armées britanniques sont dans un état qui est préoccupant. Les forces terrestres au premier plan, mais les autres ne sont pas forcément bien plus vaillantes. Donc il y a un besoin de réforme interne avant même de pouvoir être vraiment crédible en termes de conflits haute intensité à moyen terme. Et évidemment, puisqu'on parle de l'armée britannique, alors ça ne concerne pas seulement les Anglais, les Britanniques, mais il y a la question de la dépendance aux armes américaines en Europe qui se pose. Je vous propose d'écouter ce que disait, c'était dans notre matinale sur Public Sénat, le 12 mars dernier, le général Olivier Kempf. Cet effort-là, il va durer 10 ans, si vous voulez remplacer tout ce que les Américains fournissent, qui sont ces espèces de fonctions transversales, qu'il s'agisse de satellites, de moyens de commandement, de moyens de renseignement, de logistique, de frappe dans la profondeur, de défense aérienne, etc. Vous voyez, ça veut dire qu'il faut 10 ans à l'Europe pour s'affranchir des États-Unis. C'est un chantier énorme. C'est pour ça qu'il faut rester prudent, et c'est pour ça aussi qu'il faut maintenir une sorte, finalement, temporairement en tout cas, de garantie transatlantique, le temps de construire petit à petit un deuxième pilier et de solidifier ce deuxième pilier. Ça prendra du temps.
Il y a beaucoup de pays européens, par exemple, qui ont choisi le F-35 américain. Ils avaient du four. Bon, voilà, je ne sais pas si c'est possible de les remplacer au hasard par des Rafales. Alors, dans une acquisition de défense, il y a plusieurs facteurs. Oui. Il y en a un, c'est est-ce que les armées vont être contentes de leur matériel ? Le F-35, discutable selon les armées européennes qui l'ont acheté. Le deuxième, c'est le facteur politique. Est-ce que je peux avoir confiance et est-ce que je peux acheter quelque part un petit peu l'allié ? Et oui, ça a joué sur certains pays. Et le troisième facteur qu'on a oublié, nous Français Dassault, qu'on a oublié, c'est est-ce que ça rapporte à mon industrie de défense ? Acheter du Rafale, ça rapporte 0 à l'industrie de défense des pays européens. C'est 95% français. Voilà, Dassault n'est pas très partageur de sa technologie. Acheter du F-35, il y a des retours en fait sur investissement pour les pays européens. Il y a des usines à Camry, il y a une grosse usine en Italie. Les Britanniques sont partenaires de tiers 1. Ont des retours intéressants. Les Belges, par exemple, ont obtenu pour leur technologie aéronautique de pointe des garanties sur certains segments qui les intéressaient. Il faut voir qu'en Europe, il y a une concentration en fait, des industries aéronautiques. Ce qui veut dire concentration, c'est-à-dire qu'il y en a qui meurent. En fait, Ils se regroupent, puis les autres, il n'y a plus de marché pour eux. Donc si vous voulez conserver, non pas une industrie aéronautique complète, parce qu'il n'y a que la France, modulo un peu la Suède, mais pas sur tous les composants qui peut le faire, en fait, vaut mieux s'allier à quelqu'un qui va partager 5% d'un gros marché que d'acheter un avion aussi fantastique et formidable et beau soit-il, mais qui ne vous apportera rien sur l'industrie de défense. Donc il y a aussi ce choix-là qui a compté et que nous, Français, on ne voit pas trop. La dimension économique, effectivement, elle est très importante. Passionnant, Léo Perret-Panier. Pour le coup, ça fait, je pense, plusieurs décennies que ce qui drive le marché de l'armement dans le monde, c'est ce qu'on appelle les offsets, les compensations industrielles. Donc vous achetez de l'armement, vous investissez une somme importante pour des produits qui en fait n'ont pas d'utilité réelle immédiate, le plus souvent, parce que c'est un produit qui est fait pour être utilisé à la guerre. Donc vous allez demander qu'une fraction de plus en plus importante du montant du contrat soit réinvestie dans votre industrie. Vous produisez sur place, que vous mainteniez sur place, que vous fassiez monter en compétence votre industrie. C'est comme ça que les Sud-Coréens et les Turcs ont réussi à avoir une industrie de défense qui est pas mal autonome aujourd'hui. Mais ça, en France, c'est quelque chose... Et bon, Dassault en a un bon représentant, mais il n'y a pas que eux, en fait, malheureusement. C'est qu'en fait, on fait beaucoup nous-mêmes parce que c'est notre but, c'est d'être autonome, et on ne s'est pas inclus dans ce mouvement d'offset, ce qui fait que nos offres sont souvent moins concurrentielles que d'autres, compétitives, parce qu'on n'est pas capable, en fait, de proposer un investissement industriel dans le pays acheteur. Un mot de l'Europe, parce qu'effectivement, c'est le défi, et là aussi, c'est pas d'un claquement de doigts. On parlait de 10 ans pour remplacer les armes américaines. Le problème, c'est est-ce qu'il y a sur certaines armes des offres européennes qui peuvent économiquement rapporter à plusieurs pays. Vous voyez ce que je veux dire, dit Laura, ça? Alors, pour le moment, de mémoire, il y a 2 énormes projets dont la seule chose qu'on sait, c'est qu'ils vont coûter plus cher que prévu et mettre plus de temps que prévu. C'est le char du futur et l'avion de chasse du futur. Alors, ok, le Léo sera peut-être pas d'accord. Fondamentalement, on part sur un principe de coopération franco-allemande et puis, au bout de 6 mois, les industriels, les militaires et les politiques s'écharpent sur les responsabilités des uns et des autres, justement sur la feuille de route, qu'est-ce qu'on va en faire. Ou sur les usines, est-ce qu'elles sont chez moi ou chez vous, etc. Jusqu'à ce que des voix s'élèvent en disant « mais pourquoi vous faites ça alors qu'il y a la même chose sur étagère ici ou ailleurs ?» Et c'est là que ça devient compliqué et qu'effectivement, bien sûr, toujours, de toute façon, derrière la question de la facture, il y a la question de l'autonomie, donc du politique. Très vite, on parle du nucléaire britannique juste après. Très brièvement, en fait, en tant que Français, on a une vision très franco-française de l'industrie européenne parce qu'on voit surtout les programmes où on est et qui ne marchent pas. On oublie souvent qu'il y a des programmes européens qui marchent. Notre blindé terrestre à roues, le VBCI, on l'a fait en quittant un programme européen qui a très bien marché, beaucoup mieux que le nôtre en fait. Le Rafale, c'est aussi un rejeton, un cousin d'un avion qui a très bien marché, qui est l'Eurofighter, qui a été produit à beaucoup plus d'exemplaires que le Rafale. Donc il y a des programmes qui marchent. Malheureusement, c'est souvent les programmes où la France n'est pas. Je pense qu'il y a aussi des questions à se poser de notre côté. D'accord. Allez, on parle du nucléaire britannique tout de suite avec Steve Jourdain. Rebonsoir Steve. On va donc rappeler qu'il y a sur le territoire européen 2 pays seulement qui disposent de l'arme atomique, nous et les Britanniques. 2 pays dotés, comme on dit, mais avec une autonomie différente. Thomas, historiquement, le Royaume-Uni est la 3e nation à avoir développé l'arme atomique après les États-Unis et l'Union soviétique. Son premier essai nucléaire est réalisé au large des côtes australiennes. Il date de 1952.
1952. Aujourd'hui, le Royaume-Uni compte officiellement 225 têtes nucléaires. Le pays dispose de 4 sous-marins Vanguard pour assurer sa dissuasion des appareils fabriqués dans le nord-ouest de l'Angleterre. Mais le Royaume-Uni est moins autonome que nous pour se défendre ? Les 225 têtes nucléaires dont dispose le Royaume-Uni sont conçues en collaboration avec les Américains. Pour propulser ces bombes, il faut en effet utiliser des missiles. Or, ceux-ci sont fabriqués aux États-Unis par l'entreprise Lockheed Martin. Ce sont des missiles de type Trident qui sont installés dans les sous-marins que vous voyez sur ces photos. Ces missiles sont régulièrement envoyés sur une base navale américaine pour être entretenus. Et quand le Royaume-Uni procède à des tests de missiles, ça se fait où ? En Floride, aux États-Unis, à Cap Canaveral. C'est précisément là, au mois de janvier, où un tir de missile à partir d'un sous-marin nucléaire a échoué pour la 2e fois d'affilée. C'est ce qu'ont révélé nos confrères du Sun. Le dernier essai réussi britannique remonte à octobre 2012, il y a plus d'une dizaine d'années. Donc des tests qui se font d'une certaine façon sous la surveillance de l'allié américain. Mais est-ce qu'on peut encore parler d'un allié ? Ce qui est sûr, c'est que cette dépendance inquiète de plus en plus les responsables britanniques. Qu'adviendrait-il en cas de rupture brutale des relations militaires avec Washington, par exemple, si Trump décidait de ne plus fournir certaines pièces indispensables à l'arsenal nucléaire britannique? Pour l'heure, pas de panique à Londres. La dissuasion nucléaire du Royaume-Uni est totalement indépendante sur le plan opérationnel. Voilà ce que dit Downing Street en réponse au débat qui monte dans le pays. C'est vrai, seul le Premier ministre britannique peut décider de mettre en branle la dissuasion britannique. C'est lui et lui seul qui décide de frappe nucléaire, mais certains experts demandent quand même un changement d'approche. Je vous propose cette analyse d'une experte des questions nucléaires. C'est dans le journal The Guardian. Il serait très risqué pour le gouvernement britannique de ne pas anticiper un scénario du pire, mais c'est quelque chose qu'il ne peut pas rendre trop public de peur de donner des idées aux Américains et aux Russes. Une chose est sûre, Thomas, le sujet d'un lâchage, d'un abandon américain est désormais pris très au sérieux du côté de nos amis britanniques. Merci beaucoup Steve Jourdain pour cette analyse. Isabelle Dufour, est-ce que, elle est un peu trop large ma question, mais bon, je la pose quand même. Est-ce que l'arme nucléaire britannique est moins opérationnelle que la nôtre? Je pose cette question-là parce qu'il y a l'histoire des 2 tests qui ont été ratés, etc. Est-ce que... Si on parle en termes opérationnels, nous aussi on a déjà raté des tests. Oui, donc il ne faut pas Après, en termes nucléaires, rater un test, c'est quand même... La stratégie déclaratoire est très importante, voire voilà. Oui, on montre qu'on est capable donc, rater de... 2 tests, mais c'est arrivé aux Russes aussi. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Il ne faut pas en rater 3-4 quand même, parce qu'après, la crédibilité de votre arme nucléaire, on prend un coup. Et la question de la double clé, on en parle beaucoup, là, Steve l'évoquait, c'est une vraie question sur l'autonomie ou l'usage. Évidemment, tout ça est virtuel, mais l'usage par les Britanniques. Ils ont une dépendance, mais en termes d'usage, non. Ils sont autonomes, à ma connaissance. Léo Perrier-Peigné. Pour l'exégèse des questions nucléaires, j'invite vraiment ceux qui nous regardent à aller suivre notamment Héloïse Fayet sur Twitter, qui fait très régulièrement des threads très explicatifs là-dessus. Le nucléaire, c'est un enjeu qui est très particulier, qui doit être maîtrisé par des gens très particuliers. C'est pas pour tout le monde, je pense. Il y a aussi cette spécificité française qu'on partage avec les Britanniques, c'est-à-dire que la force nucléaire, le siège permanent à l'ONU, au Conseil de sécurité de l'ONU, Didier Lauras, est-ce que il y a une stratégie, on parle beaucoup du parapluie nucléaire français vis-à-vis des autres pays européens, mais la question elle peut aussi se poser pour le parapluie britannique. Est-ce que c'est un changement de doctrine ou pas en ce moment? Alors là, je rejoins totalement Léo. Attention aux mots comme changement de doctrine, basculement historique. Vous voulez pas répondre non plus? Si, c'est pas ça, mais c'est que parapluie également, ça c'est pas très adapté en fait aux doctrines britanniques et françaises. Ça s'était adapté à la doctrine américaine. Où il y avait des garanties de sécurité, alors jusqu'où, et on pouvait parler de parapluie nucléaire. Nous, il n'y a jamais eu de parapluie nucléaire français sur l'Europe, et il n'y en a pas. Il n'y en a pas plus aujourd'hui. Il n'y en a pas plus aujourd'hui. Ce qu'on veut faire, c'est partager avec nos partenaires une culture de la dissuasion qu'ils n'ont pas forcément. Donc mieux expliquer, etc. Pour que, dans un conflit commun, si la France a recours à la rhétorique nucléaire, nos partenaires nous comprennent. D'accord. Didier. Ça ne veut pas dire qu'on enverra des bombes pour défendre des balles. Je laisse conclure, Didier. Non, mais la précaution oratoire que je voulais prendre, c'est aussi parce que le débat politique, désolé pour nos parlementaires, mais il est quand même d'une pauvreté infinie et
tous, les uns autant que les autres, accumulent les erreurs, les incompréhensions, et tout d'un coup, ça y est, on veut donner le bouton nucléaire à une espèce de vote de tous les Européens. Enfin, on entend absolument tout et n'importe quoi. On n'est pas dans un changement de doctrine. Je pense qu'effectivement, Emmanuel Macron veut partager un langage, veut partager aussi des choses extrêmement précises. Et j'ai envie de dire, les informations les plus importantes ne seront pas communiquées au grand public. Ça va de chef d'État à chef d'État, de chef d'état-major à chef d'état-major, pour expliquer comment ça peut se passer. Après, il n'est pas incohérent, et ça, effectivement, ce serait nouveau, parce qu'on en est encore très loin, mais que la France, à un moment, puisse dire à ses partenaires, nous considérons qu'effectivement, porter atteinte aux intérêts stratégiques de l'Europe, c'est porter atteinte aux intérêts stratégiques de la France, auquel cas, nous pourrions être amenés à vous aider à vous défendre avec la dissuasion nucléaire ou avec l'usage de l'arme. Il y a un article du traité de Lisbonne qui existe dans ce sens-là, qui est un peu l'équivalent de l'article 5 pour l'OTAN. Allez, on va ouvrir un autre chapitre dans ce débat consacré à finalement la place de l'armée, on pourrait dire, dans notre société. Sophie, vous nous parlez non pas du retour au service militaire, personne n'en veut, on est bien d'accord, mais d'un appel à la réserve. En septembre 2022, 6 mois après le début du conflit en Ukraine, le sujet des réservistes était déjà sur la table, brandi par Sébastien Lecornu. C'était même en une d'un grand entretien avec Le Figaro. Ce ministre de la Défense, un des rares à rester en poste quand les gouvernements démissionnent ou tombent, voulait déjà doubler le nombre de réservistes opérationnels. La montée des tensions entre l'Europe et les États-Unis les remet au goût du jour. Le 5 mars, devant 15 millions de Français, donc, Emmanuel Macron s'est tourné vers les premiers concernés, acteurs de la santé, de la logistique et de la sécurité intérieure, en leur disant « Je ne vais pas imiter la voix du président. La patrie a besoin de vous, de votre engagement. Les décisions politiques, les équipements militaires, les budgets sont une chose, mais ils ne remplaceront jamais la force d'âme d'une nation. » Cette force d'âme, Thomas, c'est la vôtre, c'est la mienne. Enfin, j'espère. C'est un nouvel appel à la réserve, plus critique et plus solennel. Et d'ailleurs, quelques heures plus tard, c'est sur France Inter, le ministre Sébastien Lecornu faisait en quelque sorte le service après-vente. Le constat du ministre est clair, nous n'avons pas assez de réservistes. Il faut accélérer le durcissement de la réserve. Sur le durcissement de la réserve, avec une raison simple, Thomas, la multiplication des sollicitations des forces armées en France et à l'étranger. Principe de réalité, les armées françaises craignent d'être débordées en cas de crise multiple sur notre territoire, et même pas forcément une guerre. La Nouvelle-Calédonie reste un nœud compliqué et évidemment... On va parler de la zone Indo-Pacifique aussi. Et voilà, ne parlons pas de la zone Indo-Pacifique, la multiplication des terrains compliqués. C'est une obligation pour les armées de compter sur la réserve. Objectif, 105 000 réservistes, disent-ils, opérationnels d'ici 2035. Ils étaient moins de 50 000 à l'automne dernier. Alors, objectif 105 000, mais est-ce qu'on serait capable d'accueillir ces réservistes dans nos casernes aujourd'hui ? C'est toute la question, parce que selon mes informations, dans une France qui n'a pas connu, n'est-ce pas, de mobilisation générale, et c'est heureux, depuis 1939, l'objectif ne serait déjà plus tant de susciter la mobilisation, l'engagement, que de répondre aux demandes. Il y en aurait trop, il faut les former, les équiper, et on en revient toujours à des questions de temps et d'argent. Est-ce que, Léo Perriat-Peigné, nos armées ont besoin de renforts en effectifs ou pas ? La réserve, c'est une question qui est peut-être pas assez travaillée en France, malheureusement, mais je pense qu'il y a aussi une question des réservistes, pourquoi faire ? Voilà. Oui. Parce que nos armées ont un ensemble de missions qui est quand même très varié et très important, parmi lesquelles Sentinelle, qui consomme un volume financier, humain et matériel assez considérable pour une utilité qui, disons, a été par le passé remise en cause, pour être tout à fait diplomate. Donc là, on est dans le cadre du plan Vigipirate, surveillance, contexte antiterroriste. Vous voyez dans les gares, ils ont souvent des réservistes avec eux. Je pense que les gens ne s'engagent pas dans la réserve aujourd'hui, au vu de ce qui se passe en Ukraine, pour patrouiller dans les gares. Je pense même que les militaires tout court ne s'engagent pas dans l'armée aujourd'hui pour aller patrouiller dans les gares. Ouais. Donc il y a peut-être des remises en cause. Si c'est pour soulager l'armée. Oui, mais justement, c'est... Je pense que ça serait pas très attractif en fait pour un réserviste. Sans doute. Il y aura peut-être mieux à faire aujourd'hui si notre armée veut se tourner vers la haute intensité en termes de moyens, à la fois professionnels et réservistes. Donc une remise en cause de ces engagements-là qui datent d'une certaine époque,
qui sont peut-être dépassés aujourd'hui, donc il faudrait peut-être évaluer en profondeur à quoi ils servent. Ouais. Vous faisiez référence à la Seconde Guerre mondiale. J'ai cherché le chiffre, il y a un peu plus de 4 millions de Français qui ont plus de 80 ans. Donc ça veut dire qu'on est 64 500 000 à ne pas avoir connu la Seconde Guerre mondiale. Didier Laura, ça veut dire que c'est quoi? C'est presque un état d'esprit, je sais pas, un logiciel, ou peut-être même une révolution intellectuelle. Je sais pas quel terme employer qu'on est en train de faire face à la guerre, l'hypothèse de la guerre. Je pense que oui. Alors peut-être que c'est heureux, c'est bien, si on a pu vivre pendant quelques décennies en paix sans se poser cette question-là. Mais je trouve que la question est d'autant plus intéressante si on la pose, encore une fois, à l'échelle européenne. Oui, parce que l'Europe, elle s'est construite sur une idée de la paix. Eh oui, bien sûr. L'Union européenne s'est bâtie sur la paix et sur le fait qu'on allait arrêter de s'entre-déchirer. Ce qui, pour le moment, a plutôt réussi, sauf que le danger est immédiatement aux portes de l'Union européenne. Et peut-être que le vocabulaire que j'emploierais moi, c'est une révolution cognitive. Et d'ailleurs, je pense que dans pas mal d'annonces des uns et des autres, des gouvernements, il y a aussi cette idée qu'il va quand même falloir faire avaler la pilule à l'opinion publique, qu'on a dit pendant des années et des années et des années, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus d'argent pour l'hôpital et il n'y a plus d'argent pour l'école. Et maintenant, on va augmenter massivement les dépenses militaires. On a connu ça au moment du Covid. Voilà, on peut pas, et sauf que le quoi qu'il en coûte, on ne va pas pouvoir le ressortir tous les 5 ans. Non, parce que les 1000 milliards de dettes supplémentaires, on va on les a pas épongés. Mais objectivement, il y a un besoin, je pense, il y a un besoin objectif d'un réarmement et donc d'une dépense militaire. Et il va bien falloir le faire accepter par l'opinion. Et ça, de ce point de vue-là, oui, il y a un travail, je sais pas, j'appelle ça une révolution cognitive, mais ça n'engage que moi. Mais là, aujourd'hui, Emmanuel Macron donc, était sur cette base aérienne. Il a annoncé, c'est une base qu'on avait failli supprimer, fermer, et qui va, je crois, avoir son budget quasiment doublé. C'est un signe des temps qui est quand même intéressant, Isabelle Dufault. On va voir ce type de décision se multiplier, d'après vous ? De toute façon, la trajectoire de la loi de programmation militaire, elle est croissante normalement. Et puis maintenant qu'on a pris la bonne habitude en plus de les respecter annuellement, donc on peut espérer... J'ai entendu, c'était pas le cas avant. Ah non, mais non, vraiment pas. Il y avait des annulations et des reports qui étaient très dommageables parce que... brièvement, pour les armées, pour se préparer, pour quand vous engagez des gens puis vous n'avez pas les matériels à leur fournir concrètement, vous ne pouvez pas les former dessus. Les industriels voient leur carnet de commandes repoussé, etc., etc. Donc la prévisibilité en termes budgétaires, c'est la moitié du travail, quoi. Ouais. Et oui. Pardon. Allez-y. Et pour revenir à votre question, oui, on a fermé beaucoup de bases militaires, tout simplement parce qu'on avait moins d'escadrons à mettre dessus. Voilà, il y en a 20 actuellement aujourd'hui en France. Elles se sont densifiées, par contre. C'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de personnel sur certaines, et notamment dans le sud. Et puis, il faut voir que... Et ça a été pareil pour les forces terrestres. Mais les bases dans le nord, alors on parlait d'attractivité de la réserve et de l'armée, les bases dans le nord ne sont pas les plus attractives pour les personnels non plus. Donc il y a aussi cette question-là, quoi, où on les place. Bon, il nous reste 4-5 minutes dans ce débat. Je voudrais quand même qu'on passe pas totalement à côté des résultats de cet appel téléphonique entre Donald Trump et Vladimir Poutine ce mardi après-midi avec, et je lis l'article de vos confrères de l'agence France Presse, Vladimir Poutine et Donald Trump qui se sont accordés sur une trêve limitée aux infrastructures énergétiques. Conversation téléphonique qui s'est conclue sans percée majeure en vue d'un véritable accord de cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine. Didier Laura, ce qui a la main là aujourd'hui, c'est Vladimir Poutine qui a la main dans cette discussion, d'après vous? Alors là, vous me demandez de... Il y a eu d'autres annonces. Il y a eu l'annonce, par exemple, d'un échange de prisonniers, 175 prisonniers qui vont être échangés rapidement. Ouais. Mais Vladimir Poutine, il demande la fin du réarmement, la fin de l'aide occidentale, etc. etc. Non, les conditions sont nombreuses, quoi. Pour être très franc, et c'est pas faire injure à mes confrères, évidemment, parce que c'est à ça qu'on sert, on ne fait pas de l'analyse en temps réel, on donne les faits et les déclarations. Ouais. Cette déclaration, elle veut dire... C'était très bien, il ne s'est rien passé, merci et à bientôt. J'ai échangé 200 prisonniers de part et d'autre, ça ne fait absolument pas basculer les discussions ni dans un sens ni dans l'autre.
Et si la seule chose que Donald Trump a obtenue, c'est que Poutine s'abstienne de détruire les infrastructures énergétiques, autant dire qu'il ne s'est rien passé. Enfin, je veux dire, il y a un moment, on parle de quoi ? On parle d'un cessez-le-feu, de garantie de sécurité, de discussion en tête-à-tête avec d'autres personnes autour, mais entre Zelensky et Poutine. Et pour le moment, il ne se passe rien. Donc après, c'est normal, c'est les négociations, c'est la vie internationale est comme ça. Il y a beaucoup d'effets d'annonce, énormément de réunions, et puis d'un seul coup, il y a une avancée, et puis il se passe des choses. Mais on est là pour essayer de comprendre le passé, d'écrire le présent, mais pas d'inventer l'avenir, parce qu'on ne va pas y arriver. Du côté des armes, Léo Perrier-Peigné, il y a eu suspension des livraisons d'armes, côté renseignement aussi. Ça a vraiment repris, la livraison des armes ou pas ? Ça avoir repris, apparemment, il faut repris. Je pense, pour commenter un peu, juste faire un peu d'analyse, là, Poutine était entre guillemets pas au pied du mur, face à une alternative. Soit il disait non en bloc, et toute la rhétorique absurde de la Russie veut la paix que de nombreux Français nous resservent à l'envi n'était plus tenable, si elle l'a jamais été. Soit il donnait une miette pour dire vous voyez que la Russie veut la paix. Et là, en gros, arrêtez de frapper les infrastructures énergétiques, l'hiver se termine, il n'a pas été très froid, c'était la grosse crainte des Ukrainiens quand on y était cet été. Bon, ça lui coûte pas très cher de dire qu'il va arrêter de lancer des Shahed sur les centrales énergétiques. Donc, on est quand même sur cette espèce d'équilibre menteur où lui, il n'a aucune raison de faire la paix puisqu'il estime qu'il peut continuer d'avancer et d'en prendre plus. Mais d'un autre côté, les livraisons d'armes ont reprise et heureusement, entre guillemets, parce que c'était peut-être là-dessus que les Américains avaient le plus gros levier à court terme. La Maison-Blanche qui évoque aussi des négociations techniques sur la mise en place d'un cessez-le-feu maritime en mer Noire. Isabelle Dufour, on est dans le... Voilà, dans les annonces... C'est pareil, c'est pas impactant, en fait. Ce sera des mesures qui, à mon avis, ne seront pas tenues, en fait, de toute façon, par les partis, parce que les Russes, on connaît leur capacité à tenir leurs engagements depuis 20 ans. Les Ukrainiens, je pense que, sans leur faire offense, ils ont une belle cible. En niant, on le fait, surtout au milieu maritime, où c'est possible. Ils auraient tort de s'en priver. En vrai, quand vous avez un des interlocuteurs qui est l'agresseur qui ne veut pas la paix, mais qui veut l'anéantissement de l'autre, le cessez-le-feu, ça ne va pas servir à grand-chose. Dans le domaine naval, entre guillemets, les Ukrainiens ont à peu près gagné la guerre, au sens où ils ont empêché les Russes de faire un blocus. Le trafic du grain a repris, il est escorté par les riverains de la mer Noire. Les Russes ont perdu un tiers de la flotte de la mer Noire, ils ne peuvent pas la renforcer de manière sensible. Bon, qu'est-ce qui reste à tirer en mer Noire ? Pas grand-chose. En fait, maintenant, les Ukrainiens utilisent des drones navals pour amener des drones aériens près de la Crimée et détruire des installations de défense antiaérienne. Donc, encore une fois, c'est accessoire, en fait. Il lâche pas grand-chose. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à ce débat. Je rappelle, Léo Perrier-Peigné, le titre de votre livre, La géopolitique de l'armement, c'est aux éditions du Cavalier Bleu. Voilà, c'est la fin de ce Sens Public. Je vous dis à demain, 18h, 22h. Vous pouvez retrouver nos débats sur la plateforme publicsénat.fr. Il y a aussi les podcasts. Vous pouvez nous réécouter, nous écouter en podcast. Et puis notez que l'invité de la matinale demain, ce sera Stéphane Le Foll, ancien ministre, maire socialiste du Mans et président de Le Mans Métropole. Bonne soirée.